La ville des rêves est l'une des zones urbaines les plus riches du monde. Son économie vaut environ 508 milliards de livres, ce qui équivaut à 652 milliards de dollars. Si elle était un État indépendant, Londres se classerait comme la 22e plus grande économie du monde, précisément au-dessus de l'Argentine et de la Suède. Cependant, la prospérité de Londres et celle du sud-est de l'Angleterre est atypique pour le pays. Cette petite zone représente près de la moitié du produit intérieur brut du Royaume-Uni, tout en ayant environ un tiers de sa population. Si l'on devait amputer la production de Londres, cela réduirait le niveau de vie britannique de 14%, juste assez pour dépasser l'État américain du Mississippi. Ouais, le Royaume-Uni a connu des jours meilleurs. La dernière décennie a été très difficile. Le revenu réel disponible, qui est le revenu après impôts et prestations, est resté presque inchangé. Le coût des biens et services a augmenté. Par rapport à il y a 10 ans, le pouvoir d'achat a diminué. Pendant ce temps, la productivité est faible, l'une des plus faibles de toutes les grandes économies, et le logement est devenu presque inabordable, le Royaume-Uni détenant le record du plus grand nombre de sans-abri dans le monde développé. La cause de ces problèmes est enracinée dans les décisions politiques passées. La Grande-Bretagne a somnolé et trébuché à travers un certain nombre de revers. Maintenant, la crise est devenue endémique sans solution rapide en vue. C'est ironique quand on y réfléchit. Le Royaume-Uni a été le premier pays à s'industrialiser. Maintenant, il se pourrait qu'il soit le premier à se désindustrialiser. Globalement, l'économie britannique est sur une pente descendante. Les prix augmentent trop rapidement. Récemment, les prix des logements ont augmenté de plus de 2200 livres en un mois. Malheureusement, cela n'a pas été largement rapporté dans les médias. Il n'y a pas si longtemps, la Grande-Bretagne était considérée comme l'une des nations les plus prospères du monde et une destination de choix pour les professionnels qualifiés cherchant à faire avancer leur carrière. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas. L'État est soumis à une incroyable tension socio-économique, bien plus que ce que les gens ne réalisent. 3 chocs géopolitiques consécutifs ont laissé une dette colossale, le Brexit, le Covid et la guerre en Ukraine. Le catalyseur, cependant, remonte à 2008, lorsque la crise financière a introduit des effets de longue durée. Comme tout le monde, la Grande-Bretagne a été profondément blessée, mais la façon dont elle a géré les retombées la distingue du reste du monde développé. Après avoir emprunté environ 141 milliards de livres pour renflouer les banques britanniques, le gouvernement a opté pour des mesures d'austérité au lieu d'investir dans des politiques fiscales et sociales. Il n'y a eu ni réduction d'impôts significative, ni augmentation du salaire minimum, ni contrôle de l'inflation, ni aide au logement, ni programme de création d'emplois. Vous voyez le point. Pour les citoyens ordinaires, les conséquences ont été dévastatrices. Le revenu réel des ménages a chuté puis est resté stable pendant les 15 années suivantes. En termes économiques, cela a été connu comme une décennie perdue. Pour ajouter une perspective, en 2007, le ménage britannique moyen était 8% moins prospère que ceux en Norvège et seulement 6% derrière ceux aux États-Unis. Dans les années qui ont suivi, le déficit a considérablement augmenté. Aujourd'hui, les ménages britanniques sont 20% derrière la Norvège et 16% derrière les États-Unis en termes de revenus réels. Cette baisse du niveau de vie se fait vivement ressentir parmi la classe moyenne. Le revenu réel des ménages est un moteur fondamental de l'activité économique. Il encourage les dépenses de consommation et améliore le niveau de vie, ce qui contribue tous à la croissance économique. En Grande-Bretagne, cependant, le gouvernement a privilégié les intérêts des entreprises avant tout. Mais même ici, dans le monde des affaires, les gains étaient principalement à court terme. Le taux de productivité a été laissé de côté, et aucun investissement significatif n'a été fait dans ce domaine. Pour contexte, augmenter la productivité est l'une des manières les plus efficaces de faire croître une économie. Mais, contrairement à la croyance populaire, améliorer la productivité ne signifie pas travailler plus dur. Au lieu de cela,
L'objectif est d'augmenter la production économique sans augmenter la quantité de travail. Ainsi, lorsqu'une économie axée sur l'agriculture passe à la fabrication de microchips, la productivité augmente car l'industrie technologique est plus rentable et a des marges plus importantes. Par conséquent, la main-d'œuvre en retire davantage pour la même quantité de travail. C'est pourquoi le Japon transforme les terres agricoles en usines. Cela augmente la productivité et améliore finalement l'économie. Au Royaume-Uni, la productivité par habitant s'est affaiblie. Après la crise de 2008, en raison d'un manque d'investissement. Ce graphique de la London School of Economics met les choses en perspective. Avant la crise, la productivité augmentait de près de 2% par an. Après la crise, cependant, elle s'est considérablement affaiblie, modifiant une tendance qui était en cours depuis les années 80. La main-d'œuvre britannique a maintenant le deuxième taux de productivité le plus bas parmi les économies du G7, alors qu'avant la crise de 2008, elle n'était devancée que par les États-Unis. Les effets simultanés d'un revenu réel des ménages à tonnes et d'une faible productivité expliquent beaucoup sur les performances de l'économie britannique. Elle lutte essentiellement pour sa survie. La décennie perdue de la Grande-Bretagne s'est produite si nonchalamment, si indifféremment, qu'aucun de ses partis politiques ne l'a reconnue, et encore moins abordée. Il n'y avait aucun discours politique sur ce sujet qui touchait des millions de foyers. Mais c'était une crise malgré tout, et donc le discours s'est exprimé sous la forme du Brexit. Cependant, l'incertitude autour du Brexit a rendu une mauvaise situation encore pire. Cela a eu un effet particulièrement aigu sur l'investissement étranger direct. Selon la Banque d'Angleterre, le Brexit a réduit l'investissement de 25%, mesuré de 2016 à 2021. De plus, peu après le Brexit, l'apparition de coronavirus a exacerbé la crise économique qui couvait en dessous. Le gouvernement est intervenu et a emprunté 280 milliards de livres supplémentaires en réponse au coronavirus. Cela a été jugé nécessaire pour que le pays traverse la pandémie. Mais voici le truc, la plupart du renflouement coronavirus a été emprunté lorsque les taux d'intérêt étaient à des niveaux historiquement bas, se situant autour de 0,1%. À l'époque, on s'attendait à ce que les remboursements soient relativement gérables, et cela aurait pu être vrai si ce n'était pour le dernier clou dans le cercueil, la guerre en Ukraine. Dès que les Russes ont commencé leur assaut à grande échelle, l'accès au pétrole et au gaz russe a été interrompu par des sanctions et des restrictions commerciales. En même temps, une crise énergétique a commencé à se préparer, et le coût de la vie a augmenté partout en Europe. La crise a frappé de près. On prévoyait que les ménages britanniques paieraient 3 fois le prix précédent juste pour chauffer leur maison pendant l'hiver. Une grande partie du public était anxieuse, alors le gouvernement britannique est intervenu à nouveau. Cette fois, c'était l'un des plus généreux d'Europe en termes de soutien financier. Entre 60 milliards et 100 milliards de livres de dépenses supplémentaires sont allés directement dans la dette de la Grande-Bretagne. Les dommages aux ménages étaient déjà, mais le sauvetage a donné au Royaume-Uni sa plus grande augmentation de la dette en pourcentage de son produit intérieur brut. La crise pandémique synthétisée et la crise énergétique ont poussé les taux d'inflation à de nouveaux sommets. En réponse, les banques centrales ont augmenté le taux d'intérêt. Pour les citoyens ordinaires, cela signifiait que les paiements hypothécaires augmentaient du jour au lendemain de centaines de livres. Pendant ce temps, pour le gouvernement, le taux d'intérêt élevé a ajouté des milliards supplémentaires à la dette nationale. Alors qu'auparavant, on pensait que les remboursements de la dette étaient relativement gérables. Après la crise énergétique, la dette est devenue de plus en plus coûteuse à rembourser. Le service de la dette est passé de 40 milliards de livres par an à environ 100 milliards de livres par an, soit une augmentation stupéfiante de 60 milliards de livres de dépenses, ce qui représente presque l'intégralité du budget de la défense britannique. Donc oui, bien que admirablement, le soutien de la Grande-Bretagne à l'Ukraine a essentiellement brisé son économie. La facture d'intérêt sur la dette de la Grande-Bretagne est désormais le deuxième poste de dépense du pays. L'augmentation de la dette a réduit les fonds disponibles de dizaines de milliards de livres, limitant les dépenses sur d'autres postes. Pratiquement tous les services publics du pays sont touchés par cela, ce qui déprécie ensuite la qualité des services que peuvent alors fournir les services publics.
Au fond, l'économie concerne plus que les marchés et l'argent seul. Il s'agit de comprendre les choix que font les gens et comment les données démographiques influencent ces décisions. L'économie est essentiellement l'étude des personnes, pas seulement des chiffres. Après la fin du confinement dû au Covid et le retour à la normale, chaque économie avancée a connu une augmentation de la main-d'œuvre. Les gens ont trouvé du travail et poursuivi leur vie. Ce graphique montre le changement d'activité économique parmi les nations du G7 entre 2019 et 2023. La Grande-Bretagne se distingue, sa main-d'œuvre ne s'est pas rétablie. Elle est simplement restée basse. Une main-d'œuvre plus petite a toutes sortes d'effets d'entraînement. Cela signifie moins d'impôts pour payer des services comme les soins de santé et des dépenses plus importantes en matière de prestations sociales. Cela signifie également que les gens ont moins d'argent à dépenser, ce qui nuit aux entreprises et affecte le nombre d'emplois disponibles dans une économie. Donc les conséquences font le tour complet. Mais le problème de la main-d'œuvre britannique va bien au-delà du 1% manquant. Officiellement, le chômage en Grande-Bretagne est faible selon les normes historiques, se situant à 4,4%, ce qui représente 1,5 million de personnes. Mais la réalité peint un tableau différent. Il manque un stupéfiant 11 millions de personnes à la main-d'œuvre britannique. Le gouvernement ne considère pas cela comme du chômage cependant, l'appelant plutôt économiquement inactif. La raison est certes que ce groupe, qui compte 9 400 000 personnes, n'est techniquement pas à la recherche d'un emploi ou n'est pas disponible pour commencer un travail. L'Office des statistiques nationales explique les motifs. Environ 2 100 000, âgés de 16 à 24 ans, sont des étudiants et donc économiquement inactifs. Environ 3 500 000 de ceux âgés de plus de 50 ans sont hors de la population active en raison de la maladie et de la retraite anticipée. Pendant ce temps, au moins 1 million de personnes âgées de 25 à 49 ans ne travaillent pas en raison de responsabilités de soins. Une population active manquant de 11 millions de personnes n'est pas une petite affaire, mais les entreprises doivent continuer à fonctionner malgré tout. Cela met une énorme pression sur le gouvernement, et une façon de compenser la différence est d'ouvrir les frontières. Les législateurs britanniques ont agi de cette façon. Plus de personnes en dehors du Royaume-Uni ont immigré dans le pays pour travailler avec l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne se démarquant. Ces travailleurs migrants comblent les lacunes laissées par une main-d'œuvre réduite. Mais simultanément, l'afflux rapide et à grande échelle d'immigrants a suscité des tensions sociales au sein de la nation. Les gens se sentent menacés par l'évolution des démographies ethniques, et certains législateurs exploitent ces humeurs pour marquer des buts politiques. Au début du mois d'août 2024, des manifestations et des émeutes anti-immigration ont secoué la Grande-Bretagne, touchant plus de 20 villes. Bien que les émeutes aient culminé, il faudra bien plus de temps pour s'attaquer aux racines du problème. Dans son intégralité, la chronique économique de la Grande-Bretagne, marquée par un déclin continu, illustre comment une crise en déclenche une autre, puis une autre encore, et conduit finalement à une chaîne d'événements dont il n'y a pas de soulagement immédiat. C'est le lit qui a été fait, et maintenant les gens doivent y dormir. D'un autre côté, chaque nation traverse des hauts et des bas, et le Royaume-Uni ne fait pas exception. Londres reste l'une des villes les plus riches et les plus innovantes de la planète. Finalement, les choses s'amélioreront, mais en attendant, la Grande-Bretagne fonctionnera comme une économie de tiers-monde rattachée à Londres. J'ai été votre hôte Shervan de Caspian Report. Si vous approuvez ce que nous faisons, veuillez laisser un commentaire, appuyer sur le bouton « J'aime » et peut-être partager la vidéo. Merci pour votre temps et Saol.